Et nous nous dirigeons malheureusement vers la fin de cette belle soirée avec Aline qui est venue toute seule parce que ses deux camarades qui avaient fait le sujet avec elle sont retenus malheureusement par leurs études. Donc j'avais dit que je comprendrais très bien si elle ne le faisait pas, et elle m'a ricané au nez parce qu'elle va être ravie de le faire toute seule et de conclure par là même ce débat. À vous, Aline. On nous répète souvent en philosophie qu'il faut aller voir de l'autre côté du poulet et se demander si un problème n'en cache pas un autre. Est-ce que les questionnements éthiques et moraux évoqués plus haut ne cacheraient pas des problèmes socio-économiques et culturels qui seraient la source de cette déferlante de haine et de passion ? Le consentement d'une personne l'autorise-t-elle à permettre tout acte sur mon corps ? Que peut se permettre une personne sur son propre corps, ses éléments et ses produits ? Existe-t-il un droit de disposer de son corps ? Si oui, est-ce un droit absolu ? Le principe de dignité de la personne humaine détermine juridiquement la valeur de l'être humain. Le Conseil constitutionnel rappelle en 1994 qu'il est nécessaire de sauvegarder la personne humaine, je cite, « contre toute forme d'asservissement ou de dégradation ». Il faut traiter la personne comme un moyen et non comme une fin. Ce principe de dignité permet de fonder la différence de l'homme dans la nature, d'instituer l'homme comme sujet de droit, de dire que l'homme dispose de droits inaliénables et qu'il est égal à tous les autres hommes parce qu'il appartient à l'humanité. Selon Kant, dans Paix et dignité, le principe de dignité de la personne est assuré par deux interdits absolus. Considérer qu'une personne a un prix. Kant dit « Ce qui est supérieur à tout prix et par suite n'avait pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Il faut reconnaître la valeur absolue de l'homme. Il ne peut pas être acheté et devenir la propriété d'un autre homme. Traiter l'homme comme une chose. C'est un sujet capable de moralité. L'homme doit se donner et s'appliquer des règles spécifiques. Le corps n'est pas objet que je peux donner, échanger ou vendre. » Dans le Code civil, la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de la vie, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain sont affirmés. Le corps humain doit être respecté, il est inviolable. L'atteinte à son intégrité est néanmoins possible en cas de nécessité médicale pour la personne ou dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Si, je cite, « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, le don, tel que le don de sang, d'organes, est admis, mais, je cite, « aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments sur son corps, ou à la collecte des produits de celui-ci. Il ne peut donc pas y avoir de marchandage. » Mais où commence et où se termine l'utilisation marchande de son propre corps par soi-même ? La vente d'organes ou le proxénétisme, interdit et puni pénalement, suppose l'exploitation des corps et non leur utilisation libre et volontaire. Peut-on alors utiliser son corps pour porter un enfant, un être ou pour autrui ? Il faut d'abord s'interroger sur la nature éclairée et libre du consentement donné par la mère porteuse. Il faut s'assurer de son équilibre psychologique. Celui-ci est-il incompatible avec une possible idée de maternité ? Un contrôle psychiatrique devra être mis en place en amont pour s'en assurer, pour vérifier la liberté du consentement et la stabilité de la décision, interroger les motivations des femmes qui se déclarent prêtes à porter un enfant pour autrui. Le risque d'une rétraction tardive serait par exemple dramatique pour les parents demandeurs. La maternité pour autrui est condamnée en risque d'exploitation des femmes démunies. Mais il est possible d'éviter à la fois la marchandisation et l'instrumentalisation du corps humain. L'obligation de gratuité interdirait la marchandisation. Il ne faudrait donc jamais rémunérer ce don altruiste. Mais les dérives menacent, par exemple le cas de Donna, conçu par insémination artificielle en 2004 pour le compte d'un couple belge, mais cédé dès sa naissance en 2005 par sa mère porteuse à un couple néerlandais après une annonce sur Internet. Si la maternité pour autrui n'est pas rémunérée, quelle peut être alors la motivation des femmes qui acceptent de porter un enfant pour autrui ? Certaines femmes apprécieraient d'être enceintes, d'autres auraient été confrontées à la stérilité dans leur entourage, voire auraient rencontré des difficultés elles-mêmes à être enceintes. La gestation pour autrui constituerait une force de travail qui demanderait une rémunération. La contrepartie financière est donc la seule condition psychologique de la mère porteuse parce qu'elle est incompatible avec une possibilité de maternité. L'idée d'un contrat peut alors permettre d'éviter les dérives. Si le don fait obstacle à la marchandisation du corps de la femme, évite-t-il pour autant sa réification et son instrumentalisation ?
Ne risque-t-on pas de transformer l'utérus en une machine prestataire de services, même si ces services sont gratuits? Serait-ce une forme d'aliénation moderne? Mais en réalité, les mères de substitution elles-mêmes ressentent la gestation pour autrui. Loin de se sentir séparées de leur propre corps, elles s'investissent au contraire dans leur grossesse. Les débats qui touchent à la GPA font couler de l'encre bien plus que ceux qui concernent les dons d'organes. Pourtant, là aussi se posent des problèmes éthiques, mais il résulte que les débats sont beaucoup moins animés. On reproche aux femmes ayant recours à la GPA de faire ce qui ne se fait pas, c'est-à-dire demander de l'argent pour ce qui doit rester gratuit. On parle bien ici du corps d'un individu adulte à qui le collectif impose ses lois. Car il ne va pas de soi que je ne fais pas un réquisitoire célébrant l'exploitation de l'homme par l'homme. Je souhaite aussi ardemment que tout le monde, que l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-qualifiée dans le reste du monde cesse. Et pourtant, l'exploitation sexuelle a une particularité qui fait que je me suis penchée sur la question afin de contribuer au débat, principalement philosophique, puisque la loi n'a pas pour vocation à changer. Nous avons parlé plus haut du concept de dignité, notamment développé par Kant. Alors que les cas d'exploitation de l'homme par l'homme n'impliquent aucun consentement, entre en compte pour la GPA un paramètre nouveau, la volonté de la femme sur son propre corps. Est-ce que ce qu'on craint avec la GPA ne serait pas la dimension non éthique, la dimension non éthique de la chose qui n'est pas avérée, mais bien que la femme acquiert encore du pouvoir sur son corps, sa procréation, sa sexualité, et qu'ainsi on s'éloigne encore plus de la structure familiale qui fait jurer tous les anti-IVG par Aldous Huxley. Cela aurait également pour conséquence de démystifier le soi-disant instinct maternel qui octroierait à la femme un lien privilégié avec l'enfant, reléant le père au second parent. Est-ce que le problème ne serait pas, comme l'a dit Peterson, que, je cite, « ce qui est recevable n'est pas qu'une femme soit matériellement gratifiée de ce qu'elle satisfait le désir d'un homme, c'est qu'elle le demande explicitement ». Nous ne sommes pas en train d'affirmer que dans n'importe quelle condition et pour n'importe quelle femme, ce type de travail est anodin. Mais le monde économique aujourd'hui étant ce qu'il est, interdire l'exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c'est interdire spécifiquement à la classe féminine de s'enrichir, de tirer profit de sa propre stigmatisation. Par peur du changement et de l'inconnu, on établit des scénarios catastrophes, des mères porteuses qui refuseraient de donner l'enfant, ou encore des dystopies à la servante écarlate. Pourtant, comme certains individus sont capables de dissocier sexe et plaisir, et d'ainsi en faire leur métier, certaines femmes ne sentent pas grandir un lien affectif avec l'être qui, pendant de nombreux mois de grossesse, n'en est pas un, et ainsi sont capables de redonner l'enfant et de remplir les termes du contrat. Ce qu'on impose aussi en fermant, grâce à Kant, c'est la dichotomie mère-prostituée, que l'enfant ne découle pas d'un processus naturel est intolérable pour certains et ferait ainsi voler en éclats notre rapport au travail, du sexe et aux structures familiales dans nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, la maternité pour autrui est interdite car elle serait contraire au principe de la dignité de la personne humaine, la mère de substitution, à l'intérêt de l'enfant à naître. Cette atteinte au principe de dignité de la personne humaine consisterait à instrumentaliser le corps des femmes, à en faire un objet marchand disponible à location pour un temps déterminé. La maternité pour autrui n'est pourtant pas en elle-même contraire au principe de dignité de la personne humaine et devrait pouvoir être admise dès lors qu'aucune transaction financière ne serait autorisée, qu'elle serait vécue comme un don réfléchi et limité dans le temps d'une partie de soi, ce qui éviterait la réification, l'instrumentalisation et la marchandisation du corps de la femme. Il y a donc un décalage entre la liberté des uns et des autres. Puisque ce corps est à moi et est moi, je devrais pouvoir en user comme je veux. Ma liberté est donc restreinte pour mon bien. S'agit-il de déresponsabilisation ou de protection ? Pour finir, j'aimerais vous donner mon point de vue concernant ce projet de la bioéthique. Je ne savais pas ce qu'était la bioéthique et mon seul objectif en terminale était d'obtenir mon bac et d'obtenir ma formation dans le supérieur. Et pourtant, plus je pense à ces questions qu'on s'est posées, plus je me dis que on ne m'avait jamais demandé de parler de quelque chose qui allait tant me concerner. Je suis une femme et la société, l'avenir qui m'attend implique que je m'intéresse à ces questions.
Et c'est un devoir et un droit en tant que citoyenne et que citoyen qu'on se pose ces questions-là. Mais également, j'avais 17 ans l'année dernière et on considérait que je n'étais pas capable de prendre une décision telle que élire un président, donner ma voix pour élire un président. Et pourtant, grâce à ce projet de la bioéthique, grâce à Madame Poletto-Forget, j'ai pu exprimer mon avis et étudier, et vraiment m'intéresser à des questions qui me concernent, mais auxquelles je ne m'étais pas vraiment intéressée avant parce qu'on ne m'avait pas dit que j'avais le droit de m'y intéresser. Et merci.